On va simplement commencer par une petite vidéo, un petit film de Oseo, qui va vous mettre un peu dans le tempo de l'atelier qu'on va commencer. L'export est toujours au départ très ingrat, très lourd, très compliqué. Des marchés qu'on connaît moins bien, on est moins à l'aise que chez soi, on n'a pas les réseaux qui vont bien. Vous avez toujours des périodes très dures, donc il vous faut des gens qui reproduisent. On va dans beaucoup d'endroits où personne ne nous attend, où personne ne nous connaît, et c'est en permanence une leçon d'humilité. On a rarement beaucoup de choses à apprendre aux autres, par contre on peut montrer ce qu'on sait faire, son savoir-faire. Il y a un client qui, c'est au Bahreïn, qui m'avait choqué. Un client, je lui ai dit que j'étais français, il m'a pas cru, il m'a dit toi t'es italien, t'es pas français. Les Français ils viennent pas. On se met en contact par l'innovation avec les besoins de l'autre, du client, de l'utilisateur. Je ne vois pas beaucoup de différence avec la démarche de l'internationalisation. C'est une aventure humaine d'abord, et c'est la notion très claire que demain, c'est la prise de risque qui fera la différence. J'ai jamais été un gros voyageur avant de partir. J'ai du mal à imaginer maintenant qu'on se bloque sur la France. Qu'on n'ait pas une ouverture complète à se dire j'y vais, simplement. Ça change tout le temps à une vitesse phénoménale. On ne peut jamais se dire c'est bon, là j'ai une position stable, forte, maintenant va chialer quoi. Pas du tout, jamais. En Asie en particulier, les choses vont tellement vite, mais tellement vite par rapport à ce qu'on fait ici que s'asseoir, souffler, c'est déjà avoir le train passé. Moi, il faut que les marchés assurent les débouchés de l'usine, assurent la pérennité de l'emploi, même s'il y a des retournements de conjoncture. Or, il y a toujours, à long terme, vous avez toujours des retournements de conjoncture. En général, quand on fait beaucoup d'export, l'avantage c'est que quand ça penche d'un côté, ça remonte de l'autre. Si on n'avait pas eu cette vocation de partir à l'export tout de suite, on serait mort, on serait plus là, on serait pas là aujourd'hui avec vous. L'export, c'est pas homogène. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comparer d'aller en Italie ou d'aller aux États-Unis. Donc à chaque fois dans l'export, il faut comprendre la règle du jeu du marché local. Moi, ça m'avait marqué perso. La première fois que j'étais en Chine, on donne la carte de visite à demain. Et on la récupère à demain. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut traduire ça online? Il faut qu'on arrive à faire ressentir aux gens lorsqu'ils arrivent sur notre site. Et s'il est italien, il faut que ce soit un site italien. S'il est chinois, il faut que ce soit un site chinois. Comment on va faire ça? J'étais en Chine il y a 15 jours, ils n'ont même jamais entendu parler de la Bretagne. Ça ramène à la juste place que l'on a, c'est-à-dire pas grand-chose, mais où on arrive quand même à exister. On a un côté peut-être français qui peut irriter, honnêtement. Donc on n'est pas très humble. Il faut être humble à l'export. Très important d'écouter ce qui se passe. On est dans un pays où on ne présente pas forcément les autres comme une chance, plutôt comme une menace. L'autre n'est jamais une menace. Je vois sur les congrès à l'international beaucoup de boîtes étrangères, beaucoup les Anglais, beaucoup les Anglo-Saxons, beaucoup les Italiens, de plus en plus. Il n'y a pas assez de Français. Pour moi, c'est d'abord et avant tout, chez l'entrepreneur français, un problème de prise de risque. Et ça, c'est lié très clairement à la façon dont l'échec est perçu en France. Je me rappelle d'un gars qui me disait l'échec pour un entrepreneur aux États-Unis, c'est comme la cicatrice pour un mafieux. C'est un signe de crédibilité. Il ne faut pas se décourager, ça prend du temps, c'est long, les résultats n'arrivent pas au bout de 3 semaines. Dans cette affaire-là, c'est la patience, parce qu'il faut savoir que le succès n'arrive pas de façon instantanée. Le seul vrai problème dans l'univers, c'est le facteur humain. De l'argent, on en trouve, des solutions techniques, on en trouve. Il y a plein de fonds d'investissement, il y a plein d'organismes, j'en citais quelques-uns tout à l'heure, que ce soit Ubifrance, soit la COFAS, pour aider ces entrepreneurs
se développer. Il y a un côté partage qui doit être fait par ceux qui sont plutôt à l'aise à l'international, c'est d'aider ceux qui ne le sont pas. Si chaque entreprise qui vit bien, enfin qui se débrouille bien à l'international, pouvait parrainer 2 ou 3 sociétés, je pense qu'on y gagnerait beaucoup. Demain, je suis disponible pour tous ceux qui voudraient que je leur parle du Vietnam. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'étranger. Je veux dire, on n'a pas le choix. Il faut être présent. Et si on n'est pas présent nous à l'étranger, c'est les sociétés étrangères qui vont venir. Je pense que les périodes de crise comme aujourd'hui, ça devrait être celle où on sort de sa coquille alors qu'on est en train de se refermer sur soi. Donc il faut aller voir. Le monde est petit, la planète est globalement accueillante, et les voyages sont faciles, donc ce serait dommage de s'en priver. Et je ne peux qu'encourager les autres entreprises à partir. Il faut insister. Voilà. C'est une petite vidéo d'introduction qui donne un peu l'esprit dans lequel on veut faire cet atelier. Alors l'atelier qui s'intitule Démarrer à l'international, mode d'emploi. Pour information, on fait le même genre d'atelier toute l'année, sous la forme de rendez-vous nouveaux exportateurs, mais qui là ne dure pas 45 minutes, comme ce qu'on nous a demandé de faire aujourd'hui, mais 1h30, 2 heures. Donc on va essayer de respecter le timing et d'être concis. Alors tout d'abord, je vais me présenter, donc Sébastien Garnier, je suis conseiller à l'international basé à la Chambre de commerce et d'industrie de Morlaix, chargé d'accompagner les entreprises qui exportent, les entreprises du Nord Finistère qui font déjà de l'export sur des nouveaux marchés, des aspects commerciaux, réglementaires, mais aussi et surtout les entreprises qui veulent se lancer à l'international. On met à la disposition des entreprises notamment un outil qui s'appelle le diagnostic export et qui reprend les différents points qu'on va évoquer ce matin. Alors je suis accompagné de Annie. Annie. Moi, je suis également, excusez-moi, je suis donc Annie Munier, également CCI Morlaix. Pour les aspects ici, ce qu'on va appeler les fondamentaux techniques qu'on va développer tout à l'heure, les messages qui ont été donnés dans la vidéo là, vous parleront, c'est effectivement, il y a des aspects contraignants à l'export, on en parlera sur des fondamentaux. Voilà, alors on a un micro, c'est pas trop pour cette salle-là, c'est puisque cette présentation est rediffusée dans une salle un petit peu en dessous, parce qu'ils attendent beaucoup de monde. Donc, alors, excusez-nous aussi pour l'éclairage qui est moyen, mais on a pour une fois du soleil, on ne va pas s'en plaindre. Alors, une présentation, on va rentrer dans le vif du sujet. 3 parties. Une première partie que je vais faire pour vous donner des clés pour vous lancer à l'export, comment mettre en place votre stratégie. Une deuxième partie présentée par Annie sur la maîtrise des fondamentaux, export, les techniques, les outils. Et une troisième partie, et là je remercie d'avance Guénaël Leroc, la société NN6 Technologies de Cesson-Sévigné, qui nous fait le plaisir d'être présent pour apporter son témoignage, une illustration d'une entreprise qui, elle, est très présente à l'international. Mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, avant d'attaquer, il faut se poser la question de savoir pourquoi exporter. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui une entreprise à se lancer à l'export? Il y a différents facteurs. Je les ai regroupés dans 2 catégories. C'est certainement pas exhaustif. Première partie, ça peut être simplement par opportunité. Vous ne faites rien, ça se présente à vous. Vous avez des clients, des prospects qui vous contactent, peut-être par le biais d'un site internet que vous avez, pour peu qu'il soit bien traduit dans une langue en anglais. Et ils viennent vous contacter sans que vous n'ayez rien à faire. Deuxième hypothèse, vous avez un gros client en France qui vous amène à l'étranger, qui vous prend dans ses valises, et parce qu'il a décidé de lui d'aller s'implanter. C'est parfois aussi par obligation. Vous avez votre marché qui commence à être saturé, il y a des concurrents qui se positionnent sur le territoire, sur la France, et vous êtes obligé d'aller à l'export. Vous avez votre portefeuille de clients qui n'est pas bien équilibré, trop de gros clients en France, par obligation, vous êtes obligé de vous lancer à l'export. Quel que soit le scénario, quel que soit le motif qui vous pousse à vous lancer à l'export, il faut, et ça je vais bien insister là-dessus, il faut qu'à un moment ou à un autre, il y ait une volonté de la direction de l'entreprise, une volonté stratégique sur le moyen et le long terme. Je vais y revenir tout de suite. Alors, 3 parties.
pour vous aider à mettre en place votre stratégie à l'export. Première chose, comment savoir si mon entreprise est prête à exporter? Comment définir sa stratégie à l'export? Et ensuite, évidemment, avant de se lancer, avant de partir, préparer sa prospection. Pour moi, il y a 3 éléments qui sont essentiels. Ces 3 éléments-là, qui sont, je reviens là-dessus, j'insiste encore, l'implication de la direction. Vous, chef d'entreprise, est-ce que vous avez vraiment la volonté de mettre des moyens sur le long terme et non pas sur du court terme? Vous voulez vous impliquer. Si vous avez cette volonté, que vous avez des produits, un savoir-faire, des services qui sont différents de ce qu'on peut trouver. Il faut savoir qu'on ne nous attend pas à l'international, on ne vous attend pas. Donc comment est-ce que vous allez vous différencier de ce qui se fait aujourd'hui sur les marchés étrangers? Donc pour ça, si vous avez un produit qui est différent, qui est innovant, qui a quelque chose, un plus, ça sera un atout, ça sera quelque chose, ça sera plus facile. Et le 3e point qui me semble déterminant, c'est la capacité financière. S'il vous plaît, ne vous lancez pas à l'international si vous êtes dans une situation financière compliquée, difficile. L'international, c'est long, ça prend du temps, ça demande un investissement financier important. Et ne vous lancez pas à l'export par dépit, puisque vous voulez vraiment par défaut trouver des nouveaux marchés. Si ces 3 facteurs-là sont réunis, le reste suivra. C'est-à-dire que même si vous avez du personnel qui n'est pas complètement au fait des techniques du commerce international, si vous ne maîtrisez pas bien l'anglais, l'espagnol, peu importe la langue, que vous avez besoin d'investir, si ces 3 éléments-là sont réunis, vous arriverez à mettre en place les outils de production, la communication, des formations en langues étrangères, en techniques de commerce international. Il est important de faire ce petit état des lieux pour savoir où vous en êtes, comment vous vous positionnez. 2e chose, définissez votre stratégie export. Autre conseil, s'il vous plaît, ne partez pas à l'export en visant le monde entier. On en voit malheureusement qui décident d'aller à l'international tout azimut et qui reviennent 3-4 ans après et qui décident d'arrêter l'export souvent parce que ils se sont cassés les dents, ils ont dépensé trop d'argent, ils ont mis trop de moyens. Analysez 3-4 pays maximum. Souvent, vous avez une idée des marchés qui vous semblent les plus pertinents. Déplacez-vous dans ces pays-là à l'occasion de salons, par exemple, pour prendre la température et interroger les différents relais qu'on a en France. On a la chance d'avoir UbiFrance, l'agence de développement à l'international de l'État. On a les relais de Bretagne Commerce International. On a des chambres de commerce françaises à l'étranger. On a plein d'acteurs qui peuvent vous donner un premier éclairage sur votre marché. Est-ce que eux, qui sont basés dans le pays, pensent qu'il y a quelque chose à faire pour vos produits? Une fois que vous avez visé les pays, à qui est-ce que vous allez vendre? En France, vous vendez peut-être en direct à vos clients à l'étranger pour des questions de logistique, de services après-vente, de mise en place de votre réseau. Il vaut mieux passer globalement et souvent par un intermédiaire, qui peut être un grossiste, un distributeur, un agent commercial, ça peut être une société de négoce, ou voire une entreprise qui peut apparaître comme étant concurrente, mais qui, en fin de compte, est intéressée par vos produits, parce que pour elle, c'est un complément de gamme. Ceci dit, ce n'est pas une obligation, il peut aussi être approprié pour vous de vous lancer directement à l'export, aller vendre direct à un gros client final, la GMS en direct pour ceux qui sont dans l'agroalimentaire, et qui là ne nécessite pas d'avoir tout un réseau de distribution, puisque travailler avec 1, 2, 3 clients sera largement suffisant pour vous. Je parlais du portage, une société française qui vous amène aussi dans ses valises à l'export. Autre cas de figure, celui-là, l'implantation. Vous êtes déjà une société assez solide en France, avec la capacité à aller directement ouvrir un bureau à l'étranger, une filiale commerciale. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais ça peut être aussi une option. Et puis 3e hypothèse, la production sous licence, qui consiste à faire fabriquer vos produits ou services par un partenaire et qui vous rémunère avec des royalties. Comment prospecter le marché? Plusieurs possibilités.
Vous allez sur des salons en France ou à l'étranger. En France, s'ils sont internationaux, vous allez déjà prendre des contacts. À l'étranger, déplacez-vous. J'ai tendance à déconseiller d'aller exposer directement sur un salon à l'étranger, parce que vous allez aller exposer, mais si vous n'avez pas votre intermédiaire dont je parlais tout à l'heure, vous allez prendre des cartes, mais ils vont vous demander, oui, mais à qui je m'adresse chez moi, dans mon pays, pour vendre. Donc j'ai tendance à dire, vaut mieux avoir trouvé le distributeur avant d'aller exposer. Encore une fois, ce n'est pas une règle universelle. Possibilité de prospecter par vos propres moyens, à distance, par le biais de répertoires qualifiés de votre secteur d'activité, qui sont professionnels. Par Internet, c'est un outil formidable pour faire de la veille. Allez sur les sites Internet de votre secteur, allez voir les fédérations professionnelles dans les pays anglo-saxons. Les entreprises sont souvent adhérentes à des fédérations professionnelles et vous avez comme ça un certain nombre de contacts. Donc là-dessus, on peut vous aider, nous à BCI, pour vous donner des pistes de réflexion et vous faire gagner du temps. Et puis enfin, et j'en parlais tout à l'heure, n'hésitez pas à vous appuyer sur des spécialistes qui sont basés dans les pays. EpiFrance, les relais de Bretagne Commerce International, Sopexa, l'Adepta, etc., etc. N'hésitez pas à vous appuyer sur eux. Alors eux, qu'est-ce qu'ils vont vous proposer? L'éclairage marché, ce dont je parlais tout à l'heure, de vous donner un avis, un pré-diagnostic, savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils pensent de vos produits et vos services. Mais aussi, ils peuvent prospecter, solliciter des prospects pour vous par téléphone, présenter votre entreprise à ces prospects et non seulement présenter, mais aussi aller jusqu'à organiser tout un programme de rendez-vous pendant 2, 3, 4 jours sur place dans le pays. Alors évidemment, moyennant finance. Mais vous mettez de l'argent, vous leur payez une prestation et vous gagnez du temps. C'est-à-dire que vous n'avez pas à faire tout ce travail de prospection, de recherche à distance. Gain de temps, d'efficacité et un appui par des spécialistes. Une fois que vous savez vers quel pays vous allez, par qui vous pensez vendre, sur qui vous allez vous appuyer, posez-vous la question de savoir combien ça va me coûter, moi, entreprise, en prenant en compte tous les frais inhérents à un développement à l'international. Les salaires, les déplacements à l'étranger, le marketing, le dépôt de marque, de brevets, un emballage qui va peut-être être spécifique pour l'international. Et appuyez-vous, regardez si vous pouvez bénéficier de dispositifs d'aide à l'export. Il existe un certain nombre, il y en a de moins en moins. Pour moi, il y en a un qui est très pertinent pour les entreprises qui veulent se lancer à l'international, c'est l'assurance prospection export. C'est pour moi le dispositif qui est le plus pertinent puisque c'est une assurance contre le risque d'échec. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'il y a un atelier dédié spécifiquement aux aides à l'international aujourd'hui. Et les stands là-haut. Préparez aussi votre prospection, c'est-à-dire que vous n'allez pas vendre votre produit au même prix évidemment que ce que vous faites en France. Donc intégrez tous les frais dont je parlais tout à l'heure, les frais d'études, de fonctionnement, de commercialisation, etc. Mais aussi en fonction de votre positionnement sur le marché, si vous venez en leader, en challenger, votre prix de vente va être adapté. Donc pensez à préparer votre prix de vente et votre déplacement. S'il vous plaît, encore une fois, surtout quand on quitte l'Union européenne, partez, intéressez-vous aux différences culturelles. Il y a des petits bouquins très bien faits, par pays, sur les différences culturelles. Au pire, lisez-le dans l'avion en y allant, mais n'y allez pas sans vous être informé au préalable. Il y a un réseau dont on parle malheureusement pas assez, qui est celui des conseillers du commerce extérieur, qui sont des hommes, des femmes, qui ont une expérience de l'export, qui sont basés à l'étranger ou qui sont aussi en France, qui sont à votre disposition. Vous allez sur Internet, il y a un annuaire, conseiller du commerce extérieur. Ils sont souvent ravis d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Et puis j'ai mis le lien aussi vers un site internet qui est celui de diplomatie.gouv.fr
qui donne des infos par pays sur les recommandations de ce qu'il faut faire, là où il faut aller, où il est préférable de ne pas aller. Allez y jeter un coup d'œil. Voilà pour ma partie, c'est vraiment du condensé. J'espère que je suis dans le timing, ça va à peu près. Donc je passe la parole à Annie. Merci Sébastien. Donc Sébastien s'est adressé à vous, dirigeant, directeur export, directrice export. Moi je vais bien sûr m'adresser à vous, mais aussi aux gens qui vous assistent dans cette mission de développement de l'export. C'est tout l'aspect administratif export, les assistantes export, qui sont évidemment aussi importantes dans le développement à l'export, sur des fondamentaux. Je vais peut-être rappeler des fondamentaux totalement, des basiques évidents pour la plupart d'entre vous, mais ceux qui souhaitent démarrer l'export, c'est peut-être des notions quand même importantes à bien avoir en tête. À noter notamment la différence évidemment entre l'Union européenne, on vend sur l'Union européenne ou on vend sur les pays tiers. L'Union européenne qui désormais depuis le 1er juillet a 28 membres avec la Croatie. Depuis 1993, il n'y a plus de douane au sein de l'Union européenne, on va dire que c'est assez simple avec quelques obligations qu'on va détailler tout à l'heure. Et la vente vers les pays tiers. Donc en vocable, je donne cette terminologie parce que c'est important, ça suit tout ce qui est réglementaire par la suite, donc c'est bon de l'avoir en tête. Quand on parle d'Union européenne, on parle d'expédition ou livraison en vocable, mais surtout d'expédition. En achat, c'est de l'acquisition. En pays tiers, on parle bien d'export parce qu'il y a de la douane et en achat, en import. Un point de détail, mais qui a son importance, parce que quand on est confronté au quotidien avec des entreprises qui ont tout d'un coup, comme disait Sébastien, un prospect qui vous interroge, mais qui est dans les dom-toms, d'un point de vue douane, c'est de la douane. C'est donc des documents à l'export. Je vous dis tout cela parce qu'on est au quotidien interrogé par des entreprises qui ont parfois des contraintes ou mal évalué l'aspect fiscal et douanier qui vont déterminer la facturation, les exonérations fiscales, et c'est un sujet majeur actuellement dans les échanges qu'on voit triangulaires, on achète ici, on vend là, on passe de l'Union européenne, on revient vers le pays tiers, on repasse en Union européenne. Tout ça, ça a une incidence fiscale qui malheureusement peuvent des fois amener, on va dire, le mauvais côté des choses quand ça devient un peu problématique. Et enfin, sur les obligations déclaratives fiscales douanières. On commence par l'Union européenne. Quand vous êtes déjà vous êtes inscrit avec votre numéro SIRET, vous avez un numéro qui s'appelle le numéro d'identifiant à la TVA intracom. Et également, quand vous allez vendre à un client en Union européenne, pour pouvoir lui vendre hors TVA française, vous avez l'obligation de lui demander son numéro de TVA intracommunautaire. Tout ce que je vous dis là, je le précise comme Sébastien, on le dit sur un temps beaucoup plus long. Donc là, ça va être très succinct et rapide. Mais sachez que tout ce que je vous dis là, vous le retrouvez dans des fiches que l'on a fait, des fiches synthétiques qu'on retrouve sur le site ex-CCI International, mais désormais BCI. Vous retrouverez tout ça et bien entendu, on pourra vous le redonner ensuite, soit par mail, etc. Pour les pays tiers, et je le dis également parce qu'on voit malheureusement régulièrement des entreprises qui vendent et qui expédient sur l'Union européenne, qui ont un client par exemple chinois qui veut acheter leurs produits. Il y a parfois des blocages en douane parce qu'on n'a pas anticipé en amont, on n'a pas identifié sur le site internet des douanes. Donc ça c'est très important pour ne pas risquer une perte de temps et qui est désolant pour tout le monde. Donc enregistrement sur le site des douanes pour avoir le numéro EORI. L'autre point, vous vous êtes identifié, Union européenne, pays tiers. Vous avez aussi, c'est mieux de le savoir, la codification douanière de vos produits. Là, je ne vais pas m'étendre, mais sachez qu'il y a un atelier douane à côté, tout à l'heure, qui va parler de cette façon de pouvoir trouver le code douanier de vos produits. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que quand on vend à l'international en pays tiers, il est toujours intéressant de savoir à combien arrive votre produit une fois rendu sur place, avec l'imputation pour votre client des droits de douanes et taxes. Et bien entendu, on ne peut pas l'inventer, c'est basé sur le code douanier de vos produits. Donc, important d'avoir peut-être en amont ces différents identifiants et codes. Quand vous avez un prospect, vous allez bien sûr lui proposer un devis, ce qu'on appelle en langage international une facture pro forma. Vous aurez différencié tout ce que vous avez mis, les identifiants, etc., vos conditions de vente. On reviendra tout à l'heure dessus. Un conseil pour éviter tout conflit
toujours après, demander à l'acheteur l'offre revêtue de son accord écrit. On passe ensuite à ce qui est la facturation export, bien sûr, en commercial export, et en facture intracommunautaire, je ne vais pas non plus m'étendre, mais sachez qu'il y a des mentions obligatoires qu'on retrouve toujours sur ces fameuses fiches que vous trouverez en ligne. Ne pas mettre certaines mentions obligatoires, je pars de la plus petite irrégularité, mention obligatoire, c'est 15 € en redressement fiscal. Quand c'est multiplié par XX fois, ça peut monter à cher. Donc il vaut mieux le savoir. Un autre point, quand on fait une offre, il peut être intéressant de savoir qu'à l'international, tous les acheteurs du monde entier, pratiquement, connaissent ce qu'on appelle les incoterms. Que sont les incoterms? C'est une façon de voir sur un tableau que vous trouvez également sur des fiches qu'on pourra vous donner. Ça détermine en fait le transfert de frais, et je vais passer sur un tableau suivant. Ça détermine le transfert de frais, c'est-à-dire vous vendez à un Chinois, ça part de chez vous, usine X, on va dire à Carhaix par exemple. En fonction de l'incoterme que vous avez choisi, le client sait précisément ce que vous avez englobé dans votre prix en termes de frais et englobé dans votre prix en termes d'assurance, de risque. Parce qu'évidemment, transporter une machine à 1 million d'euros, ça peut être important pour vous de savoir sous quelle assurance et au risque de qui ce transport se fait. Encore une fois, je ne m'étends pas, mais ces techniques incoterms, n'hésitez pas à nous interroger et on peut le voir avec vous. Les autres documents, pareil, vos assistants commerciaux export peuvent parfois être en fait dubitatifs sur qu'est-ce qu'une liste de colligeage, appelée packing list en anglais, qu'est-ce qu'un bill of lading, un connaissement, des tas de mots et de tas de vocables qui peuvent au départ être un petit peu déroutants, confusing comme on dit en anglais, mais surtout n'hésitez pas à revenir vers nous. L'important de ce message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est que chaque point, chaque détail, un document est un lien important avec la suite et tout blocage peut être évidemment embêtant et voire gênant pour la relation future commerciale avec votre client. Donc toujours lien avec douane et paiement. On a vendu, on a expédié. Le mieux, bien sûr, quand on ne connaît pas le client, c'est de se faire payer en amont, mais toutes les réglementations de tous les pays ne le permettent pas tout le temps. Je prends l'exemple de l'Algérie qui, depuis 2 ans, a exigé d'avoir un crédit documentaire pour déjà 1 000 €. Crédit documentaire, évidemment, c'est une problématique assez lourde. Par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer en amont, n'hésitez pas à nous contacter. Là, en l'occurrence, bien entendu, nous ne sommes pas des fiscalistes ni des banquiers. Premier conseil, prenez contact avec le service international de votre banque. Mais en amont, n'hésitez pas à nous interroger. Un petit focus sur un point que l'on revoit malheureusement assez fréquemment comme malheureusement oublié. Quand on vend sur l'Union européenne, comme je vous l'ai expliqué en amont, il n'y a plus de douane, donc il n'y a plus de déclaration en douane. Il y a tout de même une obligation déclarative chaque mois dès qu'on a vendu le moindre euro sur l'Union européenne. Ne pas le faire peut vous amener à des soucis avec la douane. Encore une fois, la douane est tout à fait en amont susceptible de vous informer. Vous avez également une fiche toujours sur nos sites internet sur cette déclaration d'échange de biens, mais vous le trouvez aussi sur le site internet des douanes. Donc un détail, donc niveau d'obligation, dès le premier, vous avez premier euro, vous devez faire une déclaration en vente. À l'achat, il y a un seuil qui est beaucoup plus élevé, qui n'est donc pas nécessaire. Un point important, on a parlé de stratégie, on a parlé de documents commerciaux, douaniers, fiscaux, obligations déclaratives. Quand vous vendez sur les pays tiers, je prends l'exemple des pays du Proche et Moyen-Orient, on est assez, entre guillemets, quand on démarre, assez suffoqué de la liste des documents qu'il faut produire. Un certain nombre de documents sont faits, délivrés dans les chambres de commerce, c'est pour ça qu'on en parle, puisque ceux-ci
relèvent de ce qu'on appelle les formalités internationales. Vous avez par exemple dans les chambres de commerce, on parlait tout à l'heure, Sébastien disait, quand vous allez prospecter sur un pays, vous avez par exemple des machines, des prototypes. Comme je vous l'ai expliqué en amont, vous importez dans un pays, donc on va payer des droits de douane à l'import selon le code douanier du produit. Quand on est en exportation temporaire, sachez que dans les CCI, on peut vous délivrer ce qu'on appelle un passeport des marchandises, un carnet ATA, qui vous permet d'entrer dans le pays et d'en sortir, sauf avoir payé bien sûr une prime qui est vraiment minime par rapport aux droits de douane que vous paieriez si vous deviez faire une importation temporaire, une importation définitive. Ça s'appelle un carnet ATA. Idem, le pays tiers va vous réclamer un certificat d'origine ou différents autres documents qui doivent être légalisés, visés par les chambres de commerce. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et enfin, pour faire le descriptif et la checklist de tout ce qui engendre de l'administratif, du réglementaire à l'international, import ou export, nous avons depuis maintenant 2 ans, au titre donc de CCI et désormais donc Bretagne Commerce International, nous avons développé ce qu'on appelle un DIAG. Comme Sébastien vous expliquait qu'il y a un DIAG export pour la stratégie. Pour vous aider dans ces démarches techniques qui sont parfois un peu complexes, c'est un diagnostic des techniques administratives du commerce extérieur. N'hésitez pas à nous contacter et à prendre ces documents en sortant de la salle. Nous sommes là pour vous aider. Voilà, je conclus sur les fondamentaux. Donc, le but de cet entretien, c'est de vous dire, n'hésitez pas, on est là pour vous faciliter tout ce qui est démarche commerciale, administrative, export. Le but est d'avoir des documents conformes, de ne pas avoir un document qui va empêcher un paiement pour quelque chose qui aurait dû en fait être fait bien en amont. Les formalités internationales, le but est de faire avec vous le lien entre les douanes, les banques. On est aussi l'intermédiaire avec les services de l'État, les services pour les certificats sanitaires, phytosanitaires. On fait des réunions avec eux régulièrement. N'hésitez pas à nous contacter. Le but est de prévenir tout blocage qui pourrait mettre une fin à ce beau processus d'export que vous aurez entamé. Voilà, il y a des réunions thématiques, je passe rapidement là-dessus, et des formations à l'international. Je repasse le micro à Sébastien. Merci Annie. Voilà, on passe à la dernière partie, mais pas des moindres, le témoignage donc de Guénel Leroc, qui est le directeur administratif et financier de la société Enensys Technologies. Alors en 2 mots, en quelques mots, la société Enensys Technologies, entreprise basée à Cesson-Sévigné, en Ille-et-Vilaine. Vous produisez des équipements de transmission pour la télévision numérique terrestre, des cartes de diffusion qui sont vendues à des opérateurs, notamment des gateways, des modulateurs. Ça ne me parle pas beaucoup, mais vous allez peut-être nous en dire un peu plus. La société a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 8,5 millions d'euros, 90% à l'export, ce n'est pas rien. Un peu partout dans le monde. Vous me citiez un certain nombre de pays un peu originaux, parmi les 40 pays sur lesquels vous vendez. L'Irak, la Birmanie, le Pérou, l'île Maurice, un peu plus séduisant. Société de 35 salariés, quasiment tout le monde est concerné par l'export, si je comprends bien. Alors, une première question qui me brûle les lèvres. Comment on fait pour arriver à 90% de son chiffre d'affaires à l'export? Qu'est-ce qui doit être mis en place dans l'entreprise pour arriver à un tel chiffre d'affaires, un tel développement à l'international? Guénel. Bonjour à tous, tout d'abord. Oui, ça marche. Hein. Alors, effectivement, donc on fait environ 8 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'export en 2012, ce qui est effectivement une bonne performance pour une entreprise de 35 salariés. Alors, comment on y arrive Tout d'abord, Enensys a été créé en 2004, donc ça fait maintenant effectivement 9 ans qu'on est sur ce marché du DVB T2 et T. Et donc, on a réalisé en fait un chiffre d'affaires principalement sur des grandes zones que sont l'Afrique, l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est aussi, et également en Asie du Sud-Est, en Chine et aux États-Unis. Alors, nous faisons principalement des ventes indirectes. On a donc constitué en presque 10 ans un réseau de distributeurs, puisque en fait, il est, je pense, illusoire pour une PME de 35 personnes de pouvoir couvrir le monde entier à partir de Cesson-Sévigné.
Donc un réseau qui s'est constitué au fil de l'eau, en étant présent sur tous les salons de notre domaine, et notamment sur ces fameux salons, on n'a jamais lésiné en termes de moyens, puisqu'on a eu, on peut faire jusqu'à 5 salons par an, avec quand même des budgets assez significatifs consacrés à ces salons. On est aussi sur un marché mondial. La première commande d'ailleurs d'Enensys en 2004 fut obtenue en Espagne par notre PDG, donc en fait... je dirais que l'ADN, enfin l'international est notre ADN, au même titre d'ailleurs que l'innovation. Hein. On a des produits très innovants avec beaucoup de brevets. Ensuite, on a aussi donc un personnel qui est rompu, je pense, aux techniques de l'export. On l'a vu tout à l'heure, des postes clés dans l'entreprise que sont effectivement ce qu'on appelle chez nous les business développeurs. On a des chefs de produits marketing qui parcourent le monde entier. On a également une assistante administration des ventes qui est donc rompue aux techniques de l'export. On a un système d'information dans lequel on a fait très attention effectivement à je dirais avoir toutes les mentions obligatoires dès lors qu'on exporte un peu aux quatre coins du monde. Donc voilà, donc c'est un cheminement qui s'est fait naturellement en 10 ans. On a également des ingénieurs qui sont capables d'aller aussi faire des conférences à l'international. Donc ça nous donne une visibilité dans notre écosystème qui est quand même très importante. Hein, pouvoir, je dirais, intervenir sur des domaines très techniques en matière de normes, etc. Donc, du personnel mobile qui parle anglais, tout le monde parle oui, anglais. Oui, tout à fait. On a donc effectivement eu aussi l'occasion dans notre vie d'entreprise d'avoir des bureaux à l'étranger. Alors en tant que PME, nous ce qu'on voulait c'est rester le plus souple possible. On avait donc effectivement une stratégie export qui nous permettait de voir quels étaient les pays cibles. Et dans certains pays cibles, il était intéressant d'avoir une présence. Seulement, nous en tant que PME, avoir par exemple une filiale, c'était évidemment très coûteux, très onéreux. Donc on a préféré passer par un premier stade, je dirais, de présence à l'étranger en ayant des bureaux de représentation, et notamment portés par... un bureau était porté par Bretagne International. Et on a eu aussi un portage salarial aux États-Unis et également en Allemagne. Donc on a choisi plutôt la flexibilité parce que effectivement pour une PME c'est quand même très très lourd, très cher d'avoir une filiale en propre. Et donc on a préféré avoir cette présence... on va dire de manière light, présence qu'on pouvait à tout moment arrêter si le business n'était pas présent. Une autre question, quelles sont les difficultés justement qu'on rencontre quand on est à l'export, les principales difficultés que vous avez au quotidien, que vous avez eues, que vous continuez à rencontrer? Alors je dirais que la principale difficulté pour une PME comme nous, c'est je pense le choix des hommes et des femmes qui iront donc représenter la société à l'étranger. Donc cette partie de savoir choisir les personnes est effectivement très importante, puisqu'après il faut pouvoir aussi, ce que j'appelle moi, contrôler le rythme de l'expansion internationale. Donc il faut vraiment avoir des gens de confiance. Donc, pour ça il faut être passé par un processus je dirais, de validation des valeurs de l'entreprise avec la personne, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une personne qu'on va laisser effectivement à quelques milliers de kilomètres du siège. Donc une personne dans laquelle il faut avoir effectivement confiance. Et c'est à partir de là qu'on peut construire cette présence, notamment à l'international, dès lors qu'on décide effectivement d'avoir des ressources propres dans un pays. Donc le choix des hommes et des femmes est très très important, puisque si on se trompe, c'est toute l'image de l'entreprise qui peut effectivement être impactée par ce mauvais choix. Ensuite, il y a quand même un aspect qui est quand même important pour une PME, c'est l'aspect coût. Donc on l'a vu tout à l'heure, hein, quand on balaie un certain nombre de coûts, c'est pas rien. Quand on va effectivement sur des salons à l'étranger, quand on a aussi les frais juridiques, on n'en parle pas beaucoup, mais ça peut être effectivement très rapidement impactant avec les contrats à définir. Ensuite, la partie brevet également, nous on est quand même... sur des produits brevetés à l'international, donc il faut aussi les breveter les protéger sur certaines zones. Donc mine de rien, quand vous additionnez en plus évidemment les coûts salariaux, il faut quand même avoir les reins solides. Donc ça c'est un des points pour nous importants. Des ressources humaines qui sont qualifiées, motivées, autonomes. Exactement. Avoir des moyens financiers pour se développer à l'international. Et quels conseils
pourriez donner à des entreprises qui veulent se lancer à l'export, des choses à faire, à ne pas faire? Alors, nous, on a un peu tout expérimenté. Hein. En 9 ans, on a eu d'abord un développement très rapide. Et à partir de là, on s'est donc implanté, on va dire, localement dans 3 pays qui étaient des 3 pays importants hein, en termes de, je dirais, de potentiel de business et qui nous permettaient déjà d'avoir un certain niveau de chiffre d'affaires. Donc la première chose, c'est quand même, avant de s'implanter par exemple dans un pays, il faut, je pense, avoir un chiffre d'affaires récurrent c'est pas 100 000 euros ou 150 000 euros, il faut avoir au moins déjà 500 à 600 000 euros, effectivement. Alors à partir de là, effectivement, quels sont les conseils? C'est pour une PME, hein, je pense, c'est d'être le plus flexible possible, c'est-à-dire que si vous décidez de vous implanter quelque part, en cas de retour du marché, il faut être capable aussi de tout arrêter. Et si vous avez une filiale, par exemple, en propre, arrêter une filiale, ça prend beaucoup de temps. Vous avez peut-être même du cash qui va rester mobilisé, que vous n'arriverez pas forcément à ressortir du pays. Donc s'appuyer, je pense, sur un montage très flexible qui peut être un montage avec des sociétés de portage hein, salarial. Hein, il en existe plusieurs. Nous, on a travaillé par exemple avec BCI en Chine, on a travaillé avec Pramex en Allemagne et avec Altios, autre société qui fait du portage aux États-Unis. Donc là, on s'engageait sur des contrats qui étaient on va dire de 12 mois minimum. Mais c'est effectivement en cas de retournement du marché, vous pouvez dénoncer, rompre le contrat avec un préavis certes, mais c'est quand même beaucoup plus facile qu'avec une filiale en propre. Parce que le portage, c'est une facturation du relais tous les mois. Exactement, hein, donc on vous facture des frais de personnel. Donc c'est-à-dire que la société de portage aussi s'occupe de toute la partie obligations sociales, charges sociales, parce que ça effectivement on n'est pas des experts évidemment dès lors qu'on va sur certaines zones. Donc là il faut pouvoir avoir un partenaire qui puisse vous apporter toute la partie administrative et logistique sur ces aspects-là. Donc ça reste relativement light et très adapté pour une PME. Mais ceci dit, le point clé reste le recrutement de la personne que vous allez faire et que vous allez envoyer donc à l'étranger. Très bien. Merci. On a le signal qui nous annonce que c'est la fin. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir. Là, on a quelques minutes. Et sinon, je vous laisse continuer dans vos différents ateliers. Et une très bonne journée à tous. Alors, le diag des techniques administratives.